Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Actualité juridique, le dernier de l'année. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Diane Derey, que vous connaissez tous, et Arnaud Anti, que vous connaissez également tous, mais qui nous avait un peu abandonné ces derniers temps, donc qui revient sur le devant de la scène. On va faire un point sur l'actualité juridique pour redémarrer l'année 2018, parce que c'est dans quelques jours, dans quelques semaines maintenant. Il y a quelques petits sujets qui sont intéressants, qui s'étaient passés un peu au travers des différentes recherches et regards des uns et des autres, mais qui peuvent avoir leur importance pour l'année prochaine. Donc, à l'ordre du jour, comme je vous le disais, on va avoir aujourd'hui un rebalayage du projet de loi de financement de la sécurité sociale et du projet de loi de finances 2018. Un point que nos équipes juridiques ont souhaité faire sur la portabilité et la liquidation judiciaire, parce que nous avons une petite nouveauté de la Cour de cassation. Alors, je ne dirais pas que c'est un arrêt ou c'est un avis. Exactement. Voilà. Et on balayera aussi d'autres mesures de fin d'année qui sont à regarder de manière un peu annexe à tout ça, mais qui ont aussi leur importance sur des impacts éventuels pour l'année prochaine. J'espère que le teasing est plutôt bon. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en haut à droite de votre écran, dans la fenêtre de chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure ou à la fin de ce webinaire. Alors, ceci étant dit, démarrons. On se fixe une heure, on n'essaie pas de déborder cette fois-ci. Et on démarre avec le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018. Parce que malheureusement, on est encore au stade du projet. Exactement, Bertrand. Donc c'est toujours un projet de loi de financement et non une loi. Alors je sais, vous allez me dire, mais ça a été voté à l'Assemblée nationale. Oui, mais depuis le 7 décembre, le Conseil constitutionnel a été saisi du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et du coup, on attend leur décision pour que le projet de loi devienne finalement loi. Et même chose pour PLF, un peu en retard le PLF par rapport au PLFSS, c'est normal, il a commencé plus tard. Et là, on est toujours en première lecture au Sénat pour le PLF. Donc là encore, on est dans un projet et pas une loi. Voilà, étant rappelé qu'on espère avoir les lois publiées d'ici la fin de l'année, donc d'ici le 31 décembre 2017, vu qu'en principe, l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2018. Mais on aura largement le temps de s'adapter à tout ça. Voilà, on est large. Très large. Alors, c'est pas inhabituel, parce que déjà l'année dernière, on avait fait ce petit aller-retour entre toutes les institutions de la belle République française. Et en fait, on s'inscrit dans un cheminement et dans un chemin d'adoption de ces lois qui sont maintenant devenues classiques. Exactement. On sait qu'en septembre, les premiers projets, aller-retour. Début décembre, généralement, vote de la loi. Conseil constitutionnel qui est saisi systématiquement, généralement par exemple de l'opposition. Donc là, cette année, je crois que c'est les Républicains du coup. Et voilà, normalement, le 29, 30 ou 30, pas encore 31, mais les tout derniers jours de décembre, la loi est publiée pour entrer en vigueur 2-3 jours plus tard. En tout cas, jusqu'à présent, dans le projet de loi, il y a une chose qui est restée immuable, c'est notre sujet, la CSG. Augmentation de la CSG pour tout le monde. Alors voilà, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont assez immuables. Il faut avoir bien conscience qu'on a un projet de loi qui quand même a été adopté par une majorité assez solide. Pour l'instant, bon, c'est normal, on est la première année du quinquennat. Donc, premier projet de loi de finances de sécurité sociale pour le quinquennat Macron. Alors, effectivement, on en avait beaucoup parlé. Et en fait, on va voir que la quasi-totalité des mesures qu'on va revoir aujourd'hui, en fait, on en a déjà parlé, puisque c'était soit dans le cadre du programme du candidat Macron, soit dans le cadre des annonces qui ont été faites par Agnès Buzyn depuis l'élection. Alors donc, première mesure, c'est la hausse de la CSG de 1,7 points à compter du 1er janvier 2018, ça, bon, on l'avait dit. Donc, une hausse généralisée sur les revenus, on ne modifie pas l'assiette de la CSG, on se contente juste de l'augmenter de 1,7 points. Donc c'est une hausse générale qui va toucher l'ensemble des revenus, à 3 exceptions, les IJSS, les allocations chômage et le fait que l'on conserve les taux réduits de CSG et les exonérations de CSG pour les personnes qui peuvent en bénéficier. Donc, bon, sur le slide, vous voyez, au niveau des revenus, on va passer de 7,50 à 9,20. Au niveau des revenus de remplacement,
Alors oui, alors juste petite précision, donc là en fait ce qu'on a voulu faire, c'est faire donner concrètement, d'une façon très pratique, en fait, l'impact de la hausse de la CSG sur la protection sociale des salariés. Donc au niveau des revenus, donc c'est 50 à 9,20, et au niveau des différents revenus d'activité, et là donc là on va avoir les indemnités journalières de sécurité sociale à 6,20, qui donc elles restent inchangées. Les indemnités journalières complémentaires qui passent de 7,50 à 9,20 lorsque le contrat de travail n'est pas rompu, hein, et vous savez, c'est au prorata de la contribution de l'employeur. Les indemnités journalières complémentaires après rupture du contrat de travail qui serait versée donc, par un organisme complémentaire, elles passent de 6,60 à 8,30, et celles qui sont en invalidité, la sécurité sociale 6,60 à 8,30, de la même façon que pour les rentes d'invalidité qui seraient versées par l'organisme complémentaire 6,60 à 8,30. Voilà. Alors, sur le slide suivant, en fait, en contrepartie, on a un allègement de charges parce que l'idée, c'était pas d'augmenter la CSG totalement, c'était d'obtenir en fait une augmentation du pouvoir d'achat. Exactement, augmentation du pouvoir d'achat pour qui? Pour les actifs. Donc par actifs, donc tout d'abord les salariés. Donc on aurait un allègement des prélèvements, donc une diminution globale des cotisations salariales équivalente à 3,15% du salaire, qui sera en 2 temps. Donc au 1er janvier, on verra une suppression de la cotisation assurance maladie équivalente à 0,75 du salaire, et pour le chômage, 1,45% au 1er janvier 2018. Puis dans un second temps, au 1er octobre 2018, exonération dans un second temps d'une autre partie de la cotisation chômage, cette fois-ci équivalente à 0,95%. Donc au total, au 1er octobre 2018, diminution des cotisations salariales à hauteur de 3,15%. Et en contrepartie également, hausse de la déductibilité du revenu imposable de 1,7%. Donc l'idée, c'est de ne pas payer plus d'impôts sur cette hausse de la CSG. Pas d'impôt sur impôt. Pas d'impôt sur impôt. Donc le grand sujet, c'est les 2 temps. C'est-à-dire voilà. Que, comme on le précisait la dernière fois, alors voilà, l'impact ne va pas être immédiatement exactement. plein. Non. Cadeau social, cadeau fiscal, mais en contrepartie, la campagne, Macron, c'est quand même bien au 1er janvier, vous verrez. Au 1er janvier, on verra, mais un peu moins que prévu. Et au 1er octobre, effectivement, là, ce sera un peu plus intéressant. Mais de toute manière, ça reste plus intéressant. Au 1er janvier, en principe, on aura déjà un peu plus de net sur nos fiches de salaire qu'en 2017. 0,5% de salaire en plus au 1er janvier. Ça reste positif. C'est le début de la fortune. C'est le début de la fortune. Félicitons-nous, enfin une baisse des charges, c'est plutôt une bonne chose. Donc ça, c'était vraiment la mesure phare du projet Macron et du projet... voilà, alors sachant, juste pour préciser, vraiment une seconde, juste pour préciser que, là on parle des salariés, que pour les actifs, en fait ça concerne cette mesure d'amélioration du pouvoir d'achat, parce qu'en fait c'est ça le but final, ça touche l'ensemble des actifs, donc y compris les travailleurs indépendants et y compris les fonctionnaires. Alors à la petite nuance que pour les travailleurs indépendants, effectivement il y aura un gain, moindre que pour les salariés, mais il y en aura un quand même. En revanche, pour les agents publics, vraisemblablement, et c'est dans le cadre de la PLF que ça va être décidé, tranché, on serait à ISO, on resterait donc à une compensation pure et dure de la hausse de la CSG. Donc création d'une prime de compensation. Alors voilà, en fait, les charges sociales des agents publics n'étant pas celles des salariés du privé, on ne pouvait pas reporter exactement les mêmes déductions. Et puis les finances publiques étant ce qu'elles sont, il est envisagé aujourd'hui qu'il y ait juste une compensation en fait, de la hausse de la CSG, donc 1,7% qui sera récupéré de différentes manières, mais on restera à 1,7%. Alors, autre mesure qui était une mesure phare du gouvernement précédent, qui était le tiers payant généralisé. On avait déjà commencé à mettre quelques petits coups de couteau dans le sujet, et puis là, on va finir par acter qu'il ne sera pas généralisé, mais généralisable. C'est notre arlésienne, en fait, le tiers payant généralisable, ou généralisé. Bon, où est-ce qu'on est? En fait,
pour mémoire, hein, l'idée du tiers payant généralisé, c'était que dans le cadre de la loi de modernisation de la santé, donc en 2016, il avait été envisagé que les médecins, au même titre qu'aujourd'hui les pharmaciens, puissent pratiquer un tiers payant généralisé, enfin doivent pratiquer un tiers payant généralisé. Alors, bon, après saisine du Conseil constitutionnel et censure du Conseil constitutionnel, tout compte fait, la mesure avait déjà été un petit peu réduite, hein, puisqu'on était maintenant plus que sur un tiers payant généralisé uniquement pour la part maladie obligatoire, enfin l'assurance maladie obligatoire. Donc déjà les complémentaires, les médecins n'étaient plus tenus de pratiquer le tiers payant sur la complémentaire. Bon, les textes en étaient restés là, donc normalement, au 30 novembre 2017, donc là il y a encore 10 jours de ça, les médecins normalement étaient tenus d'appliquer la part assurance maladie obligatoire sur leurs honoraires. Le fait est que, bon, on en a beaucoup parlé, que les médecins n'étaient absolument pas d'accord avec ça, que c'est quand même relativement compliqué à mettre en place. Résultat, dans le cadre de la campagne d'Emmanuel Macron et après, dans le cadre de différentes déclarations qu'avait fait Agnès Buzyn, on s'était dirigé sur l'idée d'un tiers payant généralisable, c'est-à-dire au choix du médecin qui voudrait ou non pratiquer le tiers payant avec ses patients. Le fait est que les annonces avaient été faites, mais c'était une loi, la loi de modernisation de la santé, donc il fallait remodifier la loi, hein, voilà. Parallélisme des textes. Donc, dans le cadre du PLFSS 2018, on revient sur ce tiers payant généralisé qui donc disparaît à... Bon, peut-être qu'il réapparaîtra un jour, temporairement, mais, on va dire ça. Mais bon, voilà. Mais donc, on évite un peu le carambolage et on met en suspens certaines mesures. Et c'est un peu le fil rouge qu'on va retrouver sur ces projets de loi à la fois finance et financement de la sécurité. Il faut dire qu'on essaie de maîtriser un peu le flux. Le précédent ministre de la Santé était assez novateur, on va dire. Moteur, on va dire. Voilà, avait fait beaucoup d'innovations, on va dire, qui étaient plus ou moins appréciées par les professionnels de santé. On va le voir là dans le cadre du PLFSS 2018. Le nouveau ministre de la Santé, peut-être qui elle-même est d'ailleurs médecin de profession, a peut-être une vision plus pratique, peut-être des choses, peut-être un peu moins idéologiques, on va dire. Hein, voilà, je prends des risques. et donc voilà, effectivement, le PLFSS est quand même à plusieurs mesures qui reviennent en fait sur les mesures. Un assouplissement en fait des mesures antérieures. Voilà. Et moi, rapidement, je vais quand même revenir sur l'obligation côté contrat responsable. Donc, on a toujours l'obligation, dans le cadre de ce cahier des charges, de proposer le tiers payant aux assurés, au moins généralisé. Oui, on doit le proposer, mais en revanche, bien entendu, les professionnels de santé n'ont pas l'obligation de l'accepter. En fait, c'est ça, voilà. Ce qu'il faut comprendre, obligation à sens unique. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la loi, enfin le projet de loi tel qu'il est écrit aujourd'hui, donne le pouvoir en fait au médecin. C'est le médecin qui choisira. Étant quand même juste préciser que le tiers payant est imposé et accepté d'ailleurs de façon générale par des praticiens pour certaines catégories de malades. Qu'on voit sur le slide. Voilà, qu'on voit sur le slide, les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé, les patients atteints d'ALD, les patients enfin maternité également, et aussi les patients en CMU, l'aide médicale d'État, les accidentés du travail. L'ensemble de ces patients-là, aujourd'hui, bénéficient effectivement du tiers payant pour la part obligatoire lorsqu'ils vont chez leur médecin traitant. Voilà. Donc la partie complémentaire restant vraiment à part, parce que là, c'est pas forcément mis en place. Ça a été censuré par le Conseil constitutionnel, donc ce n'est pas mis en place. Et bon, puis c'est clair que les médecins sont pas forcément... Alors, la question ne se pose pas trop non plus pour ce type de patients qui, de fait, bénéficient de ce qu'on appelle le 100%, l'exonération du ticket modérateur. Donc, mais après, potentiellement, on pourrait avoir des médecins qui pratiqueraient des dépassements d'honoraires. Alors, d'autres mesures, notamment un point très technique, je sais que Arnaud va nous l'expliquer avec méthode. On change le point de départ de la durée dans laquelle on considère
que l'indemnisation doit démarrer pour les maladies professionnelles. Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est très pratique hein, comme projet qui, vraisemblablement, va passer. Alors, petit rappel hein, de comment fonctionne une reconnaissance de maladie professionnelle. Aujourd'hui, une personne est malade, on peut dire, hein, elle va se rendre chez son médecin, et ce médecin constate, alors suite à des analyses, des radios, un IRM, etc., fait une première constatation d'une pathologie, hein, sans forcément faire de lien avec un caractère professionnel de cette pathologie-là. Cette personne-là, souvent, va subir des soins, va être en arrêt, puis plus tard, dans le cadre du traitement, des échanges avec son médecin traitant, on va se poser la question de l'origine de cette maladie et potentiellement du fait qu'elle soit imputable à l'exercice professionnel. Et après, nous avons donc une procédure de demande de reconnaissance, puis de reconnaissance par l'assurance maladie. Alors, dans ces différentes étapes, en fait, le moment où vous constatez les premières pathologies, on appelle ça la date de première constatation médicale. Et la date à laquelle, dans le cadre des échanges avec le médecin, on se pose la question de savoir le lien avec une origine professionnelle, c'est dans le cadre en fait, du certificat médical initial. Voilà. En fait, ces deux dates sont très importantes puisque jusqu'à présent, c'était la date à laquelle la victime est informée donc, par le CMI du lien possible entre sa pathologie qui fondait le point de départ d'indemnisation de la sécurité sociale. La sécurité sociale remontait à la date du CMI. Hein, donc des mois ou des années après que la maladie soit manifestée. Alors voilà, en fait, ce qui se passait, si vous voulez, c'est maladie, pathologie, soins, arrêt, et puis CMI qui arrivait, puis après, demande de reconnaissance, et la sécurité sociale intervenait pour instruire la demande et après indemniser. Donc, en fait, c'est incroyable, on peut se dire quelqu'un a des perfusions 2 ans avant, et puis petit à petit, le dos commence à faire plus mal, et puis on se rend compte au bout d'un moment que la personne ne peut plus travailler. Ce serait genre d'hypothèse-là, du coup Alors, oui, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on pouvait avoir des soins et des arrêts pendant un certain temps, et voire plusieurs mois, plusieurs années, avant même que le CMI puisse être établi. Donc, forcément, ces personnes-là, elles étaient indemnisées en maladie, la maladie classique, on va dire. Hein, voilà. Du coup, moins par la Sécu, mais un peu plus quand même par notre régime complémentaire éventuellement. Alors, si tant est qu'elle puisse bénéficier d'un régime complémentaire. La modification envisagée, c'est de faire partir l'indemnisation, donc l'indemnisation sécurité sociale, donc la maladie professionnelle commencerait désormais avec un retour arrière jusqu'à la date de première constatation médicale. Donc, meilleure indemnisation pour les salariés, donc ça, forcément, on peut s'en féliciter. Alors bon, il y a des petites nuances, on ne pourra pas remonter plus loin que 2 ans avant la date de reconnaissance. Ça paraît logique hein, de l'encadrer, même financièrement. Alors c'est ça, en fait, il y avait 2 buts. Hein. Il y avait le fait qu'on ne pouvait pas non plus remonter à ad vitam, et puis il faut quand même garder à l'esprit que tout ce qui est indemnisation professionnelle, hein, que ce soit les accidents de travail ou les maladies professionnelles, ont un impact sur un impact direct sur les cotisations des employeurs. Le fameux taux AT&B. Et voilà, et on ne pouvait pas aller ruiner une PME, hein, parce qu'on connaîtrait une maladie professionnelle qui avait 10 ou 15 ans de date de première constatation médicale. Donc on montera à 2 ans. Donc tant mieux pour les salariés qui sont mieux indemnisés. En revanche, forcément, ça aura un coût hein, pour la sécurité sociale, mais aussi directement pour l'employeur, puisque qui dit meilleure indemnisation en affaires professionnelles dit plus forte cotisation. Donc un progrès maîtrisé. Donc une question qui nous arrive d'Internet, du coup, l'impact sur nos cotisations en termes d'indemnités complémentaires, il est plutôt positif. Alors, nous, oui, sur nos régimes. Parce que, par définition, comme l'indemnisation est meilleure sur la part obligatoire lorsque vous êtes dans un risque professionnel, donc là, vous avez déplacé des soins et des arrêts qui étaient jusqu'à présent considérés comme non professionnels, et qui donc avaient une indemnisation de sécurité sociale moindre, et donc une indemnisation complémentaire plus importante, vers des indemnisations professionnelles, donc avec une base, on va dire, meilleure, hein, donc forcément, le complémentaire interviendra moins. Donc, potentiellement, des
des prestations moindres au niveau de la complémentaire, donc peut-être un effet positif là-dessus, mais avec le contre-coup de avec le très grand contre-coup de la cotisation AT-MP qui risque d'augmenter un petit peu pour les Donc, bonne nouvelle pour les salariés qui ont une reconnaissance en fait de la maladie professionnelle. En revanche, équilibre pas forcément positif pour l'entreprise. Ouais. Les autres mesures en fait qu'on voyait dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale et le projet de loi de finances pour 2018, on en a fait une petite liste qui ne sont pas neutres. On va avoir des impacts positifs et négatifs là aussi sur nos fonctionnements. C'est un peu un inventaire à travers, on a la limite du carambolage. La première, c'est Diane. Ah oui, pour cet inventaire, bon, rapidement, mais sachant que la plupart, vous avez certainement déjà entendu parler. Donc toute la première, c'était, actuellement, on avait donc 3 vaccins obligatoires pour les enfants, et là, il y en aura 8 de plus. Donc dans la valise, 11 vaccins. 11 vaccins et plus 3. Donc plus ou moins contestés, voilà, certains considèrent que c'est pour faire plaisir aux grandes industries pharmaceutiques, d'autres considèrent, non, c'est pour protéger aussi les enfants. Donc là-dessus, on n'a pas forcément d'opinion, mais en tout cas, à partir du 1er janvier, ce sera 11 vaccins et plus 3 vaccins. En fait, il y avait 11 vaccins qui étaient, il y avait 8 vaccins, 3 vaccins obligatoires, 8 vaccins recommandés. Désormais, il y a 11 vaccins obligatoires, les 8 étant les 8 qui étaient précédemment recommandés. Après, ne soyons pas iconoclastes, ça va. Je pense que ça a quand même été encadré, il y a quand même dû y avoir des contrôles, mais... Donc, première mesure. La deuxième mesure, qui, elle, est assez intéressante en termes de philosophie que veut prendre, en fait, ce quinquennat, c'est maintenant autoriser des expérimentations dérogatoires. C'est pas nouveau. Les expérimentations existent et elles sont appelées à être de plus en plus courantes du fait de la modification de la prise en charge et du paysage médical en France, on sait tous. Mais là, c'est une mesure pour accélérer ce type d'expérimentation. Alors, voilà, c'est ça. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'assurance maladie rembourse un praticien, on va dire, elle le fait toujours dans le cadre, en fait, alors, par exemple, pour les praticiens, c'est dans le cadre de la convention médicale. Donc, ça a été négocié avec les praticiens, on a un barème, un côté très pratique, on a négocié les tarifs. Les actes, les barèmes. Voilà, c'est ça. Et les médecins ne peuvent pratiquer que les actes qui ont été prévus, et la sécurité sociale n'indemnise qu'à hauteur de ce qui a été prévu. Voilà. Le problème, c'est que effectivement, les pratiques changent, il y a des progrès au niveau médical, au niveau technologique, il y a des besoins en termes de géographique, voilà, où on parle de plus en plus des déserts médicaux. Et donc, la promotion de l'innovation en santé, c'est de permettre à l'assurance maladie de sortir du cadre pour expérimenter des nouvelles pratiques, soit au niveau de l'organisation, soit au niveau de la prise en charge concrète des soins, pour essayer de correspondre justement à cette évolution du secteur de la santé au sens large. Et donc là, on serait sur un formatage et des dérogations qui pourrait aller jusqu'à 5 ans d'expérimentation. C'est ça. Avant de potentiellement identifier est-ce que c'est une mesure qui va rester, se transformer et intégrer en fait le mécanisme général. Voilà, et ce peut-être des expérimentations locales. On n'est pas du tout sur des expérimentations nationales, donc ça peut être tout à fait dans le Nord, organisé. Des mesures... Ce qui avait été le cas sur la télémédecine pendant quelques années. C'est ça. Alors, l'exemple type, c'était la télémédecine qui a été d'abord testée, expérimentée, et puis on va le voir après, où désormais, tout compte fait, les résultats en matière de télémédecine ont plutôt bien fonctionné. On voit qu'il y a un besoin et on va pouvoir sans doute fonctionner là-dessus. Et donc là, pour le coup, la télémédecine sort du cadre expérimental pour aller sur un cadre... normé, classique, c'est-à-dire qu'on va rentrer, l'assurance maladie va bientôt rentrer en négociation avec les praticiens pour examiner quels sont les actes de téléexpertise, télémédecine, au sens large, qui vont pouvoir être codifiés et donc après être pratiqués par les soignants. Alors, troisième mesure qui arrive aussi dans ce sujet-là,
c'est le rapport sur les indemnités journalières et maladie. Parce que ça aussi, c'est une annonce assez intéressante, c'est que pour la première fois, on commande un rapport sur ce sujet et qui devrait venir alimenter les débats l'année prochaine. Oui, tout à fait. Alors bon, en fait, on n'en sait pas grand-chose. Hein. Ce qu'il faut voir, si vous voulez, c'est que le projet de loi de finances sécurité sociale, tout compte fait, il y a très peu de propositions de loi. Les propositions de loi, c'est celles des parlementaires. Donc, tout compte fait, les parlementaires ont été amenés à essentiellement valider les différents projets du gouvernement. Parmi les propositions qui ont été retenues par le gouvernement, et donc qui viennent d'un parlementaire et qui ont été retenues, figure un rapport sur les indemnités journalières de maladie, avec l'exposé donc de la demande, hein, parce que les amendements, il y a toujours un exposé de la motivation des parlementaires pour faire adopter un texte. C'est l'idée d'avoir une bonne vue sur les arrêts courts et itératifs donc à une vue assez courte, hein, puisqu'au 1er juin 2018, normalement, le gouvernement devrait rendre un rapport sur les arrêts donc, du secteur privé sur les arrêts courts, hein, sachant que forcément, ça fait un peu écho à ce dont on a entendu parler dans les médias et dont on parlera très rapidement tout à l'heure, qui est l'instauration d'un jour de carence pour la fonction publique. Et donc, c'est vrai que il y a quand même une question hein, qui se pose régulièrement sur l'indemnisation des arrêts courts. Est-ce que c'est pas contre-productif de prendre en charge dès le premier jour, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas pour beaucoup de salariés, et sinon c'est au 4e jour pour ceux qui ne bénéficient pas d'une complémentaire. Donc c'est vrai que sur les quinquennats précédents et sur celui-ci, on a beaucoup travaillé sur la santé. Là, on a le sentiment qu'on va commencer à rentrer sur le sujet de la prévoyance, qui est à la fois un sujet de santé nationale, mais aussi un sujet économique. Est-ce que derrière ces assurances de courte durée, il y a un sujet de productivité des entreprises. La télémédecine dont on parlait tout à l'heure, bon voilà, banco. Donc voilà, là, ça devient un acte comme un autre. Exactement, c'est l'hypothèse d'une expérimentation réussie. Donc c'était le LFSS de 2014 qui avait prévu l'expérimentation de la télémédecine, expérimentation qui a bien fonctionné. Et effectivement, il y a de grandes demandes. Donc là, l'idée, c'est que désormais la télémédecine va devenir un acte à part entière. Et la loi là va permettre justement d'ouvrir les négociations entre les syndicats et l'UNCAM, afin de pouvoir estimer à combien vont être rémunérés les actes par la sécurité sociale et puis derrière, évidemment, également avec nos régimes complémentaires. Donc ça veut dire que concrètement, de mon point de vue à moi, assureur complémentaire, à terme, je vais avoir un acte, une codification avec un barème, avec un taux de prise en charge. Voilà. Mais ça veut dire que c'est pas au 1er janvier, ça veut dire qu'on va ouvrir la discussion. Voilà, on ouvre la discussion, c'est une question de sous, donc forcément ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà, l'idée c'est de dire, on voit bien tous les avantages de la télémédecine, ça s'inscrit de manière générale dans la lutte contre les déserts médicaux. Donc ça, pour rappel, on avait discuté lors du précédent webinaire, mais on se rappelle qu'il y a une stratégie nationale de santé lancée par Agnès Buzyn pour le quinquennat. Et parmi les grands points, il y a la lutte contre les déserts médicaux. Donc on voit bien l'intérêt de la télémédecine dans ce projet-là. Sachant qu'aujourd'hui, on a déjà des initiatives qui sont menées par quelques assureurs, quelques réseaux de soins, pour proposer la télémédecine dans le paquet de services. Et en fait, on va le retransformer en acte de gestion standard, habituel, tel qu'on le connaît pour une consultation chez un généraliste. Alors, ça peut être ça, mais ça peut prendre aussi d'autres formes. On peut imaginer que vous rendiez chez votre médecin traitant, vous habitez, je sais pas moi, dans la Creuse, et vous allez chez votre médecin traitant, et votre médecin traitant va pouvoir mettre en place une téléconsultation avec un neurologue, admettons, qui sera à Bordeaux. Et donc, on aura l'intervention de 2 médecins en même temps en cadre de la télémédecine. On peut aussi imaginer des cabines médicales. Comme on le voit aujourd'hui chez H4D qui propose ce type de cabine à nos clients. On pourrait aussi imaginer des soignants qui ne sont pas médecins, du style des infirmiers. Voilà, qui accompagne en fait la consultation à distance. C'est ça, le médecin demanderait de pratiquer certaines manipulations que pratiquerait l'infirmier, et le médecin après donne son diagnostic par sa prescription. Donc, attendons encore les modalités et les principes.
mais sûrement courant 2018, on aura un peu plus d'informations sur ce sujet. Oui. Adaptation des conditions de prise en charge des produits hospitaliers. Alors ça, c'est un peu ta marotte, tu nous l'as très bien expliqué la dernière fois, Arnaud. C'est une histoire de gros sous. Ouais, en fait, c'est un peu le clin d'œil, hein, parce que pour le coup, c'est assez amusant en fait comme histoire. Il s'agissait d'éviter le cambriolage des finances publiques. C'est ça. De façon très schématique, lorsque les établissements hospitaliers prennent en charge prennent en charge des médicaments, ils le font sur la base d'un tarif qui a été négocié avec la sécurité sociale. Le fait est que les établissements hospitaliers peuvent forcément acheter en gros. Et donc, qui dit des achats en volume, dit aussi pouvoir négocier des prix. Afin de faciliter et d'inciter à la négociation, l'assurance maladie avait mis en place un intéressement des établissements hospitaliers, c'est-à-dire que lorsque l'établissement hospitalier obtenait 20% sur le prix d'un médicament, en fait, on partageait l'économie, 10% pour l'assurance maladie, 10% pour les établissements hospitaliers. Je fais ça de façon très schématique, hein, mais bon, c'est l'idée. Le problème, c'est que l'assurance maladie s'est rendu compte, a priori récemment, que les établissements hospitaliers, sur la base de cette logique-là, avaient tendance à ne négocier que sur les tarifs, que sur les médicaments les plus chers, entre des médicaments à efficacité identique, à ne choisir que les médicaments les plus chers, parce que c'est là où, forcément, ils pouvaient obtenir la plus grosse marge de négociation, et donc, au final, la plus grosse rémunération par l'assurance maladie. Donc, tout compte fait, ça conduisait au final quand même à limiter quand même fortement l'impact de la négociation. Donc, bon, l'assurance maladie s'en étant rendu compte, elle a décidé de changer les conditions d'intéressement des établissements hospitaliers et désormais de se baser en fait sur le prix du médicament à efficacité identique le moins cher pour la rémunération des établissements hospitaliers. Enfin, voilà, tout ça juste pour illustrer le fait que le diable se cache souvent dans les détails. Exactement. Voilà. Et donc, c'est un peu lié à la dernière mesure qui était renforcer l'efficience et la pertinence des prescriptions hospitalières. Ah oui, effectivement, justement, là, on met en place à nouveau un intéressement. Bon, est-ce que ce sera perverti aussi bon, voilà, pour l'instant, on ne voit pas trop, mais tout est possible. Donc, l'objectif, c'est de maîtriser les prescriptions afin de réaliser des économies. Et au lieu de sanctionner les établissements de santé qui ne le font pas, l'idée, c'est de les récompenser. Donc, plus vous faites d'économies, plus vous serez intéressé. Donc, à travers ces mesures, on voit quand même une orientation un peu différente de ce projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Effectivement, innovation, et comme on est vers l'avenir. Et un partenariat avec les professionnels de santé, qui n'était pas forcément le cas dans la mandature précédente. Exactement. Alors, on a également un sujet qui avait fait les gorges chaudes, qui avait généré pas mal de commentaires, c'était la fameuse convention dentaire avec le règlement arbitral qui était arrivé avant la fin du mandat précédent, faute d'accord entre l'État et les dentistes, de manière globale en termes de... On avait acté que arbitrage final, on allait faire d'une certaine manière. C'était la méthode de l'ancienne ministre de la Santé. Hein, voilà, c'est élu pour moi, en fait. Voilà, ce sur quoi, a priori, Agnès Buzyn veut revenir, justement, quand tu disais la participation, la collaboration entre la Ministère de la Santé et le ministère de la Santé, effectivement, là, voilà, là, on a l'exemple. Donc là, on réouvre un peu le dialogue avec les professionnels, mais c'est temporaire. Exactement. Donc là, on voit bien ce règlement arbitral qui avait été imposé aux professionnels de santé et qui était vent debout, voilà, contre ce règlement arbitral. Sa date d'entrée en vigueur est reportée d'1 an. Donc pas d'annulation du règlement arbitral, mais une reprise des négociations. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire, écoutez, pendant 1 an, on va rediscuter ensemble, on va essayer de trouver une solution, on va essayer de signer ensemble une convention. En revanche, si à la fin de l'année, on n'a pas trouvé de solution, c'est fini, c'est tant pis, ce sera le règlement arbitral. Donc on voit qu'il y a quand même une volonté de retrouver le dialogue, qui est tout à fait à l'honneur de notre ministre de la Santé, mais encadré, à nouveau, en disant, voilà, écoutez, moi je veux bien qu'on discute ensemble. En revanche, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, tant pis, ce sera un règlement arbitral. Donc on est un peu dans le style Macron, hein. Malgré tout, on reste dans ce côté, on discute, mais... on veut que ça marche, on veut que ça avance, et en même temps,
on comprend aussi, hein, l'idée c'est de dire, bon ben, à quoi ça sert d'avoir un règlement arbitral inapplicable, parce que c'est bien ça la problématique, hein, si personne n'accepte de l'appliquer, bon, prise d'otage un peu de la Sécu, et là ici, reprise des négociations, et avec, on a espoir qu'à la fin de l'année 2018, une convention médicale, une convention arbitrale, pardon, soit signée. Donc, attendons. Attendons, mais en tout cas, on réouvre le débat. Il faut rappeler quand même que ce sujet est un sujet du mandat, hein, parce que une des promesses phares sur la santé du candidat Macron, c'était le zéro reste à charge sur l'optique, ce qui n'est pas très compliqué, mais surtout sur les prothèses dentaires. Exactement, ça fait partie de la feuille de route d'Agnès Buzyn dont on avait eu connaissance cet été, et c'était volonté de reste à charge zéro sur notamment les prothèses dentaires. Et on voit bien, l'idée, on ne peut pas avoir un reste à charge zéro si on n'encadre pas aussi les prix. Parce que si on rembourse plus, peut-être qu'ils vont augmenter les prix également. Donc le reste à charge zéro n'y arrivera jamais. Donc l'idée, on voit bien, hein, c'est peut-être à terme d'encadrer les dépenses, mais également peut-être d'augmenter légèrement les prises en charge. Donc, on attend de voir, mais ça s'inscrit effectivement aussi dans cette volonté du reste à charge zéro. Donc sujet important à suivre. La rémunération alternative des médecins. Je me rappelle avoir dit une bêtise la dernière fois parce que je disais que c'était nouveau et tu m'avais dit non, c'est pas nouveau, ça existe depuis 2014. Fort longtemps. Ça existe depuis 2014. Depuis 2014, en fait, suite à un avenant à la convention médicale, les organismes complémentaires, hein, donc qui sont regroupés au sein de l'UNOCAM, l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie. C'est bon, j'ai eu toutes les lettres. C'est ça. Donc, les organismes complémentaires se sont engagés à participer à la rémunération alternative des médecins, hein, puisque dans le cadre justement de cet avenant-là, l'assurance maladie a un petit peu modifié les modes de rémunération des médecins pour essayer de ne plus rémunérer les médecins que par l'acte, mais aussi dans des cas de rémunération forfaitaire. Donc 150 millions d'euros à partir de 2014 qui étaient versés par les organismes complémentaires. Un appel au bon cœur des professionnels de l'assurance sur la partie complémentaire. C'est exactement ça. Voilà, hein, c'est une participation volontaire, mais un peu obligatoire. Hein, voilà. Donc en fait, 150 millions, ça représentait quoi? Ça représentait 5 euros par assuré, étant entendu qu'on, parmi ces assurés-là, on n'appliquait pas sur les assurés de moins de 16 ans, ni pour les bénéficiaires de la CMU. 150 millions en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, 150 millions également, et puis là, pour le coup, en 2017, on change un petit peu la règle du jeu, on dit juste que c'est plus 150 millions, c'est vraiment 5 euros cette fois-ci pour le coup, hein, par assuré, donc si le nombre d'assurés augmente, alors voilà, ça fonctionnera comme celle-là. En août 2016, il y a une nouvelle convention médicale qui a modifié les forfaits des médecins traitants. En gros, on a supprimé, il y avait plusieurs forfaits qui concernaient notamment, donc il y avait un forfait sur la patientèle, mais aussi sur le cabinet, l'organisation du cabinet, l'équipement informatique du cabinet, enfin des choses comme ça. Donc on supprime tous ces forfaits-là pour en créer qu'un seul, qui s'appelle le forfait patientèle médecin traitant, qui remplace l'ensemble des forfaits existants. Le coût du forfait patientèle est quand même à 720 millions d'euros par an. Et en même temps, dans le cadre de la convention médicale, on convient que l'UNOCAM va augmenter sensiblement sa participation, donc passer de 150 à 250 millions, puis à 300 millions à compter de 2019. 250 millions CD pour 2018, on y est, donc 2018, donc il fallait effectivement monter la contribution annuelle des complémentaires, donc on passe de 5 euros à 8,10 euros par assuré, ce qui va représenter 100 millions de plus, donc au final 250 millions. Alors pourquoi 35% du coût total financé par l'UNOCAM? Pourquoi pas 10, pourquoi pas 100? Alors, oui, alors ça fait 35%, et dans le cadre des discussions parlementaires, de la présentation du projet, hein, puisque ça vient directement du ministère de la Santé, en fait, il y a une réflexion qui a priori est celle qui domine, hein, la participation du NOCAM depuis le début, c'est le fait de considérer que ce qu'on fait, les complémentaires interviennent dans le cadre du paiement à l'acte à hauteur de 30% du ticket modérateur. 70% par l'assurance maladie obligatoire, 30% par les assurances complémentaires. À partir du moment où on modifie les modes de rémunération des médecins traitants, il est entre guillemets logique
que les organismes complémentaires continuent de participer à 30% sur la rémunération des médecins. Donc si on passe dans un forfait, il est tout à fait logique que la participation des complémentaires à ce forfait soit à hauteur de 30%. Bon, le fait est qu'on est à 35%. Oui, mais bon, voilà, c'est le côté... c'est 5% de gagné, on va dire, par l'assurance maladie. Donc, voilà, c'est cette logique-là. Donc, augmentation de ce forfait avec un passage à 8,10 € pour l'année prochaine. C'est ça, donc avec un... Bon, alors, même si c'est pas aussi clair que ça, mais bon, faut effectivement bien penser que la contribution augmentant, la contribution complémentaire augmentant, forcément les complémentaires iront chercher auprès des assurés cette nouvelle charge. Oui, donc ça potentiellement ce sera pris en compte, et je pense même que ça a été pris en compte dans les taux de revalorisation de santé, oui, bien sûr, dans les contrats. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. D'autres mesures qui, elles aussi, ont leur intérêt, il y a le RSI qui disparaît. Oui, bon, ça a été pas mal vu dans les différents journaux. Suppression du RSI, le mal-aimé, voilà, le mal-aimé RSI, qui a connu de nombreux dysfonctionnements où on s'est mis en place. Donc c'était, comme vous savez, le guichet unique des indépendants. Et qui a été sanctionné politiquement. On voit bien, l'idée c'est de dire, bon trop de dysfonctionnement, on vous supprime et on transfère vos missions et vos salariés au régime général. Alors attention, on se rappellera aussi qu'il y avait pas mal de mesures prises et que le RSI dernièrement commençait à bien fonctionner. Donc c'est plus avec une image qui restait assez négative. Une très mauvaise image. Des scandales en fait, des réclamations énormes pour des petits indépendants, des artisans, qui avaient pu parfois dû mettre la clé sous la porte à cause des montants réclamés qui n'avaient rien à voir avec leur devoir de cotisation au régime. Donc un petit rhododendron sur la tombe du RSI. Voilà, exactement. Adieu RSI, bonjour régime général. Belle image. Donc officiellement, ça entre en vigueur donc, au 1er janvier 2018, mais on se doute bien qu'il va y avoir une sorte de période transitoire, donc même si sur le papier c'est en janvier 2018, en réalité, non, ça va se faire quand même petit à petit sur plusieurs mois, le temps de transférer les salariés et de bien réorganiser tout ça. Autre sujet qui là est peut-être un peu plus sérieux, même si la première mesure était en fait, importante. C'est surtout une bonne nouvelle. Alors c'est une bonne nouvelle parce que le 83, qui est un contrat d'épargne d'entreprise pour la retraite, voilà, c'est ça, était quand même assez mal perçu par les salariés, mal aimé, on peut le dire aussi. Injustement mal aimé. En revanche, on essaie d'améliorer cette image par les salariés en amendant un peu les modalités d'utilisation de ce 83. Alors, une des principales critiques faites sur les articles 83, mais comme tous les produits de retraite, par définition, c'est que ce sont des produits qui vont se liquider au moment de la retraite. Et le 83 ne fait pas exception. Et donc, pour l'instant, la liquidation ne pouvait se faire qu'en rente. Donc, constituer votre retraite durant toute votre vie active. Et au moment entre 62 et 67 ans, lorsque vous liquidez votre retraite de base, vous en profitez également pour votre retraite complémentaire et supplémentaire, donc le 83. Et dans le cadre du 83, ça prenait la même forme que votre retraite de base et votre retraite complémentaire, c'est-à-dire une rente. Certains salariés avaient un peu de mal avec ce produit-là parce qu'effectivement, la sortie exclusive en rente pouvait décourager certains de constituer leur retraite supplémentaire par ce biais. Et alors, précision, c'est que pour l'article 83, donc qui est le côté salarié du produit, on a aussi l'équivalent, on a aussi un produit Madelin, donc celui qui est avisé des indépendants, et qui avait la même logique, une sortie exclusive en rente. Dans le cadre du PLFSS, du PLFSS ou du PLF, d'ailleurs du PLF je crois, dans le cadre du PLF, est introduit la possibilité d'une sortie partielle en capital à hauteur de 20% du montant des sommes constituées au moment de la retraite. Donc, c'est-à-dire le fait que le retraité, le néo-retraité, aura le choix entre la liquidation exclusivement en rente ou une sortie en capital à hauteur de 20%
et un maximum de 20%, et le reste sous forme de rente. Alors, ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est l'intérêt du 83, parce que dans notre impôt sur le revenu, chaque année, voilà. on a une enveloppe exonérée de... C'est ça. Alors, en fait, le 83 a un avantage certain, de même que le produit Madelin, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le 83 permet de déduire une partie des cotisations de votre revenu imposable. Donc, si vous êtes imposé, alors on rentre dans le technique, mais si votre taux marginal d'imposition, admettons, est de 30%, 30% de vos cotisations Madelin, de vos cotisations 83, excusez-moi, seront déduites de votre revenu imposable. Et donc, enfin, l'ensemble de vos cotisations sont déduites de votre revenu imposable, et si votre taux marginal d'imposition est de 30%, 30% de la cotisation est déduite de vos impôts. Et viennent constituer un capital qui maintenant va pouvoir sortir en vente. Ah voilà, ça. Alors, après, c'est le gros intérêt en fait, parce que en termes de rentabilité financière, on gagne immédiatement sur les vices, c'est comme ça qu'on appelle les versements volontaires, 30% d'argent tiré de nos revenus. Donc c'est extrêmement intéressant quand on est effectivement sur une tranche marginale à 30%, ou à 20 ou à 40, on peut avoir un intérêt non négligeable, sachant que l'enveloppe est par foyer en fait. Donc c'est monsieur et madame. Voilà, vous l'avez en 4e page de votre avis d'imposition. Vous savez, c'est les sommes que vous avez là en 2 colonnes. Et on peut aller sur des montants assez importants. Donc il faut avoir en tête que... Oui, on peut aller sur des montants importants, et puis avec aussi le fait que, bon, enfin, il ne faut pas se leurrer, on va en parler un tout petit peu après, mais que la retraite complémentaire... On peut se poser des questions sur quel sera exactement notre montant de retraite de base et complémentaire, donc la retraite obligatoire, on va dire. Alors avant de parler de la retraite, parce que c'est un des sujets qui arrive juste derrière et qui a créé ma surprise au moment où j'ai appris le sujet, le jour de carence de la fonction publique. Bon, rapidement, hein, le jour de carence dans la fonction publique, avant il n'existait pas, il a été introduit sous la présidence de Nicolas Sarkozy, supprimé sous celle de François Hollande, et là, réintroduit sous celle d'Emmanuel Macron. Bon, on n'a pas trop d'opinion, est-ce que c'est bien, pas bien, il y a des avis divergents sur le marché, on ne sait pas trop s'il y a réellement un intérêt ou non à l'introduire, le faire disparaître, le réintroduire. Alors là, justement, pour le coup, on va voir l'intérêt, s'il y en a un, quoi, en fait, hein, c'est ça, il y avait eu quand même pas mal de critiques sur le jour de carence qui avait été faites, notamment par les syndicats, pas mal de critiques positives qui avaient été faites par les employeurs publics sur l'introduction du jour de carence, mais le fait est que le jour de carence n'avait pas été instauré suffisamment longtemps pour qu'on ait une vue exacte de l'impact sur les comptes. Hein, On avait même pu dire que statistiquement, cet impact des jours de carence était reporté sur d'autres types d'arrêts qui avaient un peu modifié les lignes. Donc là, on va avoir une expérimentation, en tout cas. À nouveau, une expérimentation. Quelques années, peut-être. Voilà. Et alors, c'est à mettre en écho avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur le rapport qui a été demandé par le parlementaire sur les arrêts courts. Donc, parce que le jour de carence, c'est ça. Le jour de carence, c'est ce qui vient contraindre les arrêts courts. C'est vraiment le premier jour d'arrêt. C'est l'impact immédiat en fait sur les arrêts courts. Les jours de carence, on sait que l'instauration des jours de carence a comme effet immédiat de réduire les arrêts courts, ça c'est certain, tout le monde le constate à chaque fois. En revanche, ce qu'on a plus de mal, c'est est-ce que ça aurait tendance à rallonger les arrêts Parce qu'en gros, on considérait que, vu que j'ai déjà payé un jour, voilà. je vais en prendre 3. Voilà. Oui, l'aspect psychologique du jour de carence. Donc on verra en fait dans les chiffres dans quelques années. Exactement. Je crois qu'on a fait le tour à peu près sur le sujet des mesures du PLFSS et du PLF. Bientôt loi de finances et loi de finances pour la sécurité sociale. Et on avait un sujet sur la portabilité et la liquidation judiciaire. Alors j'ai l'impression qu'on n'en sort jamais ce sujet. On n'en sort jamais, on n'en est pas sorti réellement. Donc, bon, rapidement, rappel de la problématique sur portabilité et liquidation judiciaire. Le principe, c'est que tous les salariés licenciés qui répondent à certaines conditions ont droit, pour un an maximum, au maintien à titre gratuit de leur couverture santé et prévoyance. Problème, que se passe-t-il quand l'entreprise disparaît, qu'il n'y a plus de salariés dans l'entreprise et donc plus de régime à maintenir quelque part?
Il n'y a plus de payeur de primes. Il n'y a plus de payeur de primes, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on peut vraiment demander à l'assureur de continuer à maintenir le contrat alors que il n'y a plus de salariés, il n'y a plus d'employeurs, le contrat n'est plus souscrit par personne vu que l'entreprise a disparu et que, rappelons-le, la portabilité est une obligation à la charge de l'employeur et non pas de l'assureur. Donc, en fait, on arrête de payer les gens qui sont en portabilité. C'est la question. C'est toute la question. C'est vrai que sur le marché, on a différentes positions. Les assureurs ont des positions très différentes, donc ça va dépendre vraiment de chaque assureur. Sachant, pour mémoire, que ce sujet avait bien été vu par le législateur au moment de la mise en place de la portabilité en 2013. Un rapport devait être remis en mai 2014 afin d'expliquer comment... Un rapport qui n'a jamais été remis, je te rassure, un rapport sur les modalités de prise en charge de la portabilité pour les salariés lorsque leur employeur est en liquidation judiciaire. Rapport jamais sorti. Parfois, on a vu des projets de loi passer avec la volonté de mettre en place un fonds qui viendrait payer les cotisations et ainsi assurer le maintien des couvertures. Ces projets de loi n'ont jamais vu le jour, c'est un peu enterré. Donc là, à ce jour, le législateur, du coup, n'a pas réglé la situation. Les jurisprudences, comme vous le voyez sur votre écran, sont contradictoires. Les cours d'appel de Lyon et de Paris ont des avis divergents. Et à ce jour, du coup, on ne sait pas. Alors, on ne sait pas si, au vu de la jurisprudence, les salariés ont droit ou non à la portabilité. Et sachant qu'à ce jour, la Cour de cassation a été saisie de pourvoi contre 2 arrêts contradictoires, justement, un de la Cour d'appel de Paris, un de celle de Lyon. Et on attend, du coup, une décision définitive de la Cour de cassation. Mais au-delà de ces questions d'arrêt, de jurisprudence, nous avons connaissance d'un avis de la Cour de cassation, de plusieurs avis identiques du 6 novembre. Qu'est-ce qu'un avis? C'est l'hypothèse où, comme dans cette hypothèse-là, où un TGI est saisi d'une situation de fait, est incapable de trancher parce qu'il n'a pas finalement de réponse vraiment sur le point de droit. Il va surseoir à statuer et demander à la Cour de cassation de trancher le point de droit. Et ensuite, le TGI, au vu de cet avis, peut prendre sa décision. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'a fait le TGI, et il a posé la question suivante. Est-ce que les dispositions relatives à la portabilité sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur en liquidation judiciaire? La Cour de cassation a rendu un avis un peu dormant, diront certains, en rappelant que oui, de manière générale, cela s'applique à tous les anciens salariés, qu'ils soient licenciés par un employeur qui est en liquidation judiciaire ou non. Mais attention, on a droit au maintien des droits que si le contrat d'assurance n'est pas résilié. Donc on voit bien que le débat se déporte sur l'existence ou non du contrat d'assurance. Alors là, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on parle de liquidation judiciaire qui n'est pas un moment, mais une période. Exactement, la liquidation judiciaire. C'est là que se joue un peu l'enjeu de la portabilité. C'est vrai que certains assureurs considéraient qu'à partir du moment où l'entreprise entre en liquidation judiciaire et qu'il n'y avait plus de salariés parce qu'ils avaient tous été licenciés, le contrat tombait. Sachant, il faut quand même rappeler que par principe, la liquidation judiciaire, ce n'est pas un moment, c'est une période. La liquidation judiciaire s'ouvre puis se clôture. Pendant cette période, il peut y avoir différentes mesures prises par le juge afin d'essayer de sauver l'entreprise. Et pendant cette période, surtout, l'assureur n'a pas le droit de résilier le contrat. Donc pendant cette période, normalement, le contrat demeure. En revanche, à partir du moment où il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de contrat, et là, effectivement, on peut se poser la question du droit au maintien des droits pour ces salariés. Donc potentiellement, c'est à l'issue négative de la procédure de liquidation judiciaire que peut intervenir la fin du contrat, la résiliation du contrat dont parle la Cour de cassation. Exactement. Après, on pourrait aussi imaginer qu'un liquidateur a intérêt à faire durer la liquidation judiciaire 1 an, quitte à peut-être garder juste un salarié dans le contrat, pour dire pendant 1 an, vous ne pouvez pas résilier le contrat, pendant 1 an, c'est la période pendant laquelle les salariés licenciés pourront bénéficier du contrat, et peut-être manipuler ainsi, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, tout le débat risque de se déporter sur l'entrée en vigueur ou non du contrat d'assurance, son existence, et surtout le fait qu'il ne soit pas résilié tant que tous les salariés ont un droit
potentiel à portabilité. Donc ce qui est intéressant là, c'est qu'on n'a toujours pas clôturé le sujet et Non. qu'on va en reparler encore pendant quelques temps, mais on a fait un pas en avant. Voilà, un petit point, voilà, un petit pas en avant, voilà. Mais bon, alors après, enfin, voilà, il y aura beaucoup d'interprétations de ces avis-là, mais enfin, il n'empêche que à la lecture des avis de la Cour de cassation, on ne peut pas quand même s'empêcher de se dire que la Cour de cassation, tout compte fait, applique la loi de façon claire, mais que la loi est mal écrite. C'est ça. Et Il manque un élément. Et que, bon, tout compte fait, quelle que soit la façon dont ça va fonctionner, y compris les comportements que vont avoir les liquidateurs ou les assureurs par rapport aux situations, parce qu'on peut imaginer, enfin, comme disait Diane, qu'on va avoir des stratégies qui vont se mettre en place. Ça sera pas en soi, ça sera pas une solution, quoi. Il va falloir à un moment ou à un autre que les législateurs interviennent. Enfin, voilà, revoit son texte, revoit sa copie, et mette étrange. Voilà, une bonne fois pour toutes, soit à la charge de l'employeur, ou de l'assureur ou pas. Donc en fait, là, ce qu'on peut comprendre, c'est que la Cour de cassation a dit aux législateurs, je lis la loi telle qu'elle est faite et je vous donne mon avis. En revanche, le sujet est encore en... Alors, surtout qu'en plus, pour le coup, enfin, à l'occasion des débats, lorsque L908 avait été mis en place, la question a été soulevée et tout de suite on s'est dit, bon, va falloir créer un fonds, comme on a des fonds catastrophes naturelles, enfin, etc., qui serait un fonds destiné exclusivement justement à la prise en charge de ces salariés qui sont quand même dans une situation un peu spécifique où ils sont à la fois en droit d'obtenir un maintien de garantie et en même temps qu'ils n'ont plus d'employeur, donc ils n'ont pas de possibilité d'avoir le maintien de garantie. Donc sujet à suivre. Quelques mesures en fait que vous avez sélectionnées pour égayer la fin de ce webinaire. La première, c'est enfin, on a un montant du PASS pour 2018. Pour rappeler, il y a encore quelques jours, on était dans le doute parce qu'il y avait deux chiffres qui circulaient. Il y avait deux chiffres qui circulaient, ben là, rien plus à dire, le PMSS 2018 est fixé, 3 311 €. Voilà. Et donc là, on n'a pas suivi le comité qui habituellement détermine et fixe le montant du PASS. C'est l'URSSAF qui finalement a réduit... Non, pas du tout l'URSSAF. C'est pas l'URSSAF. Non, c'est le ministère. Le ministère. Mais toujours, chaque année, c'est un arrêté qui est publié. C'est juste que généralement, cet arrêté, on reprend le montant proposé par la commission des comptes de la sécurité sociale. Et là, on ne sait pas trop pourquoi, cette fois-ci, le projet d'arrêté n'a pas suivi, mais un peu à la baisse, elle n'a pas suivi la recommandation de cette commission. En fait, la revalorisation initialement devait être de 1,6 comme l'année dernière, donc de 2016 à 2017. Elle avait été de 1,6. Là, la commission s'était prononcée pour une revalorisation également à 1,6, dans un contexte un peu particulier où on a une inflation zéro. Enfin, et tout compte fait, bon, on arrive à 1,28. Et comme en fait on a les logiques de fixation du PASS ne sont pas publiques, on peut juste constater qu'on sera à 1,28. On n'en savait pas plus, on a du coup douté jusqu'à la publication de l'arrêté. Donc 9 décembre, on a enfin le montant du PASS et le PMSS qui est à 3 311 € par mois. C'est ça. Les mentions Optam et Optamco. Alors ça, c'est vrai qu'on avait connu le CAS, on avait connu le CAS, on avait connu l'Optam, l'Optamco, le DEPTAM, et maintenant on nous dit faut se mettre en ordre de marche, vous avez quelques jours pour que tout ça soit au carré dans tous vos documents. C'est vrai que c'est un peu surprenant parce que pourquoi on se pose cette question, parce que c'est une condition du cahier des charges des contrats responsables, voilà. Le fameux. Donc normalement ces mentions-là doivent figurer dans tous les contrats d'assurance, sauf qu'à l'origine on parlait de CAS, contrat d'accès aux soins. Ce type de contrat entre l'assurance maladie et les médecins a été modifié quelque part plus sur le titre que vraiment sur les conséquences. Donc, le contrat d'accès aux soins est devenu l'Optam et l'Optamco, bon, d'accord. Et là, subitement, on découvre dans un courrier il n'y a même pas un mois, voilà, un courrier du 7 novembre, la DSS nous dit que désormais, tous les contrats souscrits ou renouvelés à partir du 1er janvier 2018 devront obligatoirement faire mention explicite de l'Optam et l'Optamco. Bon, on pouvait quand même espérer une tolérance, et non, en fait, pas de tolérance pour 2018. Pour les anciens contrats, faisant toujours référence au CAS, en conséquence, en démarche, on vérifie nos contrats. Vous de même, n'hésitez pas à revérifier ce qui est prévu dans vos contrats.
du coup, CAS ne vaut pas Optam Optam Co. Et le risque, quel est-il? Que le contrat soit considéré non responsable et donc que le régime ne bénéficie pas des exonérations sociales et fiscales. Donc concrètement, réclamer la lettre avenant au minimum, voilà. ou la refonte du contrat. Un petit avenant peut suffire, hein, un petit avenant peut suffire. Précision dans la grille de garantie avec l'Optam Optam Co. Mm. Qu'en est-il des résumés de garantie ou des documents à valeur non contractuelle? Il faudrait le faire, mais en fait, la pression est moins forte. Le plus important, c'est vraiment les contrats. Voilà. La priorité au contrat. Après, logiquement, tous les documents qui découlent du contrat devraient avoir les mêmes mentions. Donc, ce qui est sûr, c'est que le contrat et aussi d'information, les mentions doivent y figurer. Et après, tous les petits documents annexes, oui, à terme, il faudra les refonder, mais à minima, au 1er janvier, au moins les contrats d'assurance et les notices d'information. C'est les documents contractuels qu'il faut faire. Alors, peut-être juste une question qui nous est posée. Renouvelés à partir du 1er janvier 2018, tous les contrats sont annuels et donc renouvelés tacitement. Donc ça concerne non seulement les nouveaux contrats 2018, mais tous les anciens aussi. Donc c'est général. C'est général, ça concerne tous les contrats. Tout à fait. Alors ça, c'était une mesure qui nous avait été annoncée et qui est plutôt positive, c'est assez intéressant. C'est la publication de tous les accords d'entreprise, et non pas de branche, sur legifrance.fr. Alors pour mémoire, les accords de branche sont déjà publiés sur legifrance.fr. Maintenant, on y rajoute les accords d'entreprise. Donc bon, le lien figure sur le slide qui passe actuellement à l'écran. Et donc la conséquence, qu'est-ce que c'est? C'est que depuis le 1er septembre, tous les accords qui sont signés et que vous communiquez ensuite à la directe pour publication seront publiés également sur ce site. Et vous verrez, c'est assez rigolo, on peut choisir les syndicats signataires, on peut choisir les thèmes, donc notamment notre matière, ce qui nous intéresse forcément, mais pas seulement, c'est sur tous les thèmes en droit du travail, et du coup ça c'est intéressant, ça permet de faire un petit benchmark de ce qui se fait sur le marché, et inversement ça veut dire que vos concurrents pourront également regarder ce qui se passe chez vous. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue plutôt pratique, et je sais que vous hurlez à chaque fois que je dis ça, mais le copier-coller possible, parce que c'est du Word. Non. C'est une invitation au copier-coller, c'est du Word. Non, je vous rappelle quand même qu'un accord collectif, qu'est-ce que c'est? C'est une négociation avec les partenaires sociaux, donc j'ose mal imaginer des copier-coller faits sur l'accord du voisin. Alors, au-delà de la plaisanterie, c'est quand même un outil très intéressant pour voir ce qui se fait sur la place, d'éventuellement reprendre des formulations, des textes, et de travailler ses propres accords collectifs en s'inspirant, on va dire ça comme ça. Ça peut donner des idées. Voilà. Ça peut donner des idées, ça peut permettre de voir ce qui se fait à côté, ça peut permettre de se rendre compte peut-être d'idées intéressantes et d'enrichir ses propres accords et ses propres régimes. Alors peut-être tu nous l'avais dit déjà dans un webinaire précédent, la confidentialité de certains éléments peut être conservée quand même. Ça peut être demandé, effectivement. On peut acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne fera pas l'objet de la publication, mais c'est sous condition, on peut demander l'anonymisation, mais il faut le justifier. Il faudra justifier, Donc, plutôt bonne mesure de clarification et de transparence. Après, trop d'infos, on verra un peu la façon dont ça va évoluer. Parce que, là, pour l'instant, on a 144 accords. Qui n'est pas énorme encore. Qui, a priori, c'est pas mis à jour. C'est tout récent. Ça va concerner, comme disait Diane, tous les domaines. En fait, tout domaine qui peut être... Donc, ça va devenir une base... Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir dans quelques temps des milliers d'accords qui seront faits se ressemblent tous? Oui, ou uniformisation des accords, on n'en fait aucun, on verra bien, mais dans l'absolu, ça reste une bonne mesure, je trouve, une bonne transparence. Alors, excusez-moi juste, je me dis juste que ce qui risque d'être très intéressant, c'est les opérations, les professionnels qui vont s'en emparer et qui vont faire un vrai travail de benchmark. Et là, je pense qu'on pourra avoir vraiment des trucs très intéressants sur notamment les différentes possibilités, les modalités, les taux de participation, les syndicats signataires, ça peut être aussi intéressant. Mais pour le commun des mortels, à mon avis, ça va vite devenir inexploitable. Alors, une autre mesure, parce qu'on est un peu en retard, c'est la mesure de la fusion de l'ARCO et l'AGIRC. Alors, j'ai découvert que mon statut de cadre allait disparaître. Il deviendra un salarié parmi tant d'autres. Un travailleur. Voilà. Enfin, ça, on n'en sait rien si ton statut de cadre va disparaître. Parce que ça sera réglé dans le cas d'un autre ami. Là, pour l'instant, c'est ton affiliation à l'AGIRC qui disparaît. Donc, ma retraite? Ta retraite disparaît aussi. Non, bien sûr que
disparaît pas. Alors, bon, de quoi il s'agit? En 2015, un accord national interprofessionnel prévoit la fusion des deux régimes, ARCO, AGIRC, et l'ouverture des négociations sur la définition de l'encadrement, sachant que, en pratique, hein, aujourd'hui, la notion de cadre, elle est quand même très franco-française, et que souvent, elle se résume à je suis cadre, c'est quoi? Ben, je cotise à la GIRC. Voilà. Donc, bon, deux projets de futurs accords. L'un était, enfin, on ne pouvait pas le retarder, hein, sa mise en œuvre, c'est la fusion des régimes pour des raisons financières où la GIRC est à la limite de la liquidation. On va parler par l'hypothèse, deux poches trouées qui se marient. Comme tu dis, ça perd l'hypothèque, les deux poches trouées qui se marient, deux malades ensemble, est-ce que ça fait un bien portant? C'est la question, on ne sait pas. Enfin bon, en tout cas, voilà. Une fusion à quelle date? Alors, on a une fusion qui est prévue au 1er janvier 2019. Dans un an. Donc dans un an, exactement. Demain. Alors, avec donc un régime qui va s'appeler AGIRC-ARCO, on marquerait l'inventivité des partenaires sociaux, qui va donc toucher l'ensemble des salariés. On aura deux taux pour deux tranches de rémunération, donc au revoir, TA, TB, TC, voilà. Donc un T1 qui va faire des sommes en deçà du PASS, et un T2 qui va faire de 1 à 8% du PASS. Une répartition de salariés employeurs qui ne va pas être modifiée, une création d'un compte de points, c'est-à-dire que les salariés auront vraiment, cette fois-ci, individualisé un compte de points, bien sûr reprise des points antérieurs pour les salariés qui étaient à la GIRC, hein, puisque le point qui est conservé, c'est le point équivalent ARCO aujourd'hui. Donc tous les salariés à GIRC vont avoir une conversion de leurs points, et après, chaque salarié pourra suivre comme ça sa cagnotte, on va dire, de points qui se constituent au fur et à mesure de ces années de labeur. Et puis, création également, ça c'est une nouveauté, d'un bonus-malus, hein, qui vraisemblablement est l'avenir du régime AGIRC-ARCO, c'est-à-dire un bonus si vous retardez votre entrée à la retraite, un malus si alors vous anticipez, ça c'est pas possible, mais si vous respectez juste votre âge de départ légal de départ en retraite, vous aurez un petit malus qui sera limité dans le temps, mais voilà. Et à l'inverse, si vous partez après 63, 64 ans, vous aurez un petit bonus limité également de 1 à 3 ans. Voilà. Alors en revanche, la mesure qui était liée à la partie d'essai sur les cadres reste en vigueur. Alors, c'est le gros problème, c'est qu'à partir du moment où vous fusionnez la GIRC-ARCO, qui dit fusion à GIRC-ARCO dit que j'ai perdu le terme, on ne va plus pouvoir se baser sur la CCN de 1947, la fameuse CCN AGIRC, dans laquelle il y avait une définition des articles 4, 4 bis hein, et 36, et il y avait également à l'article 7, je crois, l'obligation d'une cotisation à hauteur de 1,5% de la tranche A. Alors si vous supprimez la convention, forcément, vous supprimez la base sur laquelle sont basés justement un grand nombre d'accords d'entreprise. Alors je m'arrête tout de suite, ça veut dire que je dois refaire tous mes actes que vous m'avez demandé de refaire dans ce format. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, tout ce qu'on vient de parler, ça veut quand même bien dire qu'à ce jour, pour les régimes santé, prévoyance, on a souvent des régimes cadres, non cadres, en fonction de la GIRC. On a des régimes avec tranche A, tranche B, tranche C, des cotisations, bon. On a quand même si là on parle de retraite complémentaire, hein, souvent nos contrats santé, prévoyance et voire retraite sont construits en fonction des définitions figurant dans les régimes AGIRC-ARCO. Donc, gros problème, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut tout refaire au 1er janvier 2019? Pour tout vous dire, on n'en sait trop rien pour l'instant. On espère qu'il y aura quand même des dispositions transitoires, étant rappelé que tout de même, l'ANI prévoyance des cadres reprend à l'identique un copier-coller des définitions des articles 4 et 4 bis. Donc on sécurise cette... Voilà, c'est une sorte d'accord balai qui dit, si en 2018, on n'a pas réussi à négocier sur l'encadrement, à minima, au 1er janvier 2019, on aura toujours des définitions des 4 et des 4 bis. Notez que les 36 disparaissent, on n'en parle plus, mais on aura toujours les 4 bis, et c'est vraiment au mot près la même définition qu'actuellement pour les articles 4 et 4 bis.
ça sent pas un peu la période de transitoire de mise en règle de nos accords à partir de 2019? Mais écoute, moi je ne sais plus vivre sans période transitoire. Donc là, la période des considérations SAP se termine. Je ne sais pas ce que je vais devenir au 1er janvier 2018. Donc oui, bah, probablement, bon, on attend de voir, hein, mais probablement sauf à ce qu'il y ait des tolérances générales, mais j'ai comme un doute, hein, malheureusement. Ça sent la période transitoire. Mais ou la mise en conformité immédiate. Exactement. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on aura un peu plus d'informations courant 2018. Oui, plus tard. Là, vraiment, c'est pour vous informer, que vous sachiez que le suivi est en cours, que la définition des cadres est, a priori, il y en aura une, il y aura des cadres, lesquels on ne sait encore pas, mais on vous tiendra bien sûr au courant dans les prochains webinaires. Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, c'est un sujet qui est pas inintéressant. Non, c'est pas inintéressant. Alors c'est normalement tout le monde est à peu près au courant. Hein, le prélèvement à la source devait rentrer en œuvre en 2018. On a eu une information, bon, déjà dans le cadre du candidat Macron, puis après le ministère des Finances avait confirmé le fait que bon, c'était peut-être un peu tôt, 2018, tout le monde n'était pas prêt. Ni les entreprises, ni l'administration. Alors toi, je sais ce que tu vas dire. Oui, ça tombait avec notre histoire de CSG. De revalorisation, voilà. Bien sûr. Alors c'est le serpent qui se mord la queue. C'est ça. C'est tout le problème. C'était notre premier slide, et donc le dernier slide qui va faire boucle. Donc effectivement, alors il y avait mauvaise langue pour dire que le candidat Macron ayant comme dans un axe fort hein, de son PDF SS, une revalorisation générale des salaires, hein, du fait de l'augmentation de la cotisation en CSG, qui est compensée, et même mieux que compensée par la baisse des charges. Forcément, si vous aviez ça à effet 2018 et qu'en 2018 vous étiez avec un prélèvement à la source, c'était neutre. En fait, c'est surtout que c'était pas neutre, mais les salariés ne le voyaient pas. En fait, tout compte fait, c'était noyé dans le fait que leur salaire, d'un coup, était fortement diminué du fait du prélèvement des impôts. Directement sur le salaire. Bon, ça c'est les mauvaises langues qui disent ça. Hein. Oui, mais je fais toutes mes excuses à nos auditeurs. Voilà. En fait, c'est bien évidemment pas ça, c'est la complexité technique de la mise en place de la mesure qui a voilà, décalé d'une année la mise en place de cette Exactement. Et donc, tu l'as dit, le prélèvement à la source est décalé au 1er janvier 2019. Alors, ça ne fait pas partie, c'est pas une décision qui est dans le cadre du PLF, c'est une ordonnance qui était déjà passée, hein, donc voilà, on décale d'un an. Alors, conséquence, hein, je rappelle très rapidement pour ceux qui auraient vécu dans un igloo depuis 2 ans, hein, c'est qu'en 2018, donc avec cette modification, en 2018, vous paierez vos revenus, enfin votre impôt sur la base des revenus 2017. En 2019, vous paierez vos impôts, excusez-moi, sur la base de vos revenus 2019. Donc 2018 est une année de transition dans laquelle, en fait, vos revenus ne seront pas imposés. Alors, dans les faits, ils le seront, et par un système de crédit d'impôt spécifique mis en place par l'administration, comme c'est bien le faire, il sera neutralisé. Donc, vous aurez effectivement des revenus en 2018, ça, heureusement. Vous aurez à payer des impôts en 2018 par principe, en théorie. Dans les faits, cet impôt-là sera, et du moins pour les revenus ordinaires, hein, les revenus, ce qu'appelle l'administration revenus non exceptionnels, ça sera neutralisé par un crédit d'impôt spécifique qui porte le doux nom de CIMR. Et oui, voilà. Et donc voilà, donc en 2019, vous ne paierez pas d'impôt sur les revenus 2018. Or, si vous avez eu des revenus exceptionnels en 2018, ils seront réimpactés sur 2018. Qui seront forcément, par définition, réimpactés dans le cadre de la régularisation 2019. Alors, c'est là où, la dernière fois, tu m'as dit, le bon conseil, c'est par rapport au vice, sur l'article 83, c'est le faire maintenant, avant la fin de l'année 2017. Tout ce qui est pris ne sera plus à prendre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où vous allez neutraliser l'imposition 2018, forcément, vous neutralisez l'imposition, mais vous neutralisez aussi les mesures de déductibilité fiscale. Donc, tout ce qui est mesures de déductibilité fiscale, normalement, ne pourront pas s'appliquer sur l'année 2018, au même titre que tout ce qui est mesures fiscales ne s'appliquera pas non plus, puisque neutralisé dans le cadre du CIMR. Le CIMR, en fait, si vous voulez, neutralise tout. Voilà. Le plus et le moins. Le plus et le moins.
Donc, c'est vrai que 2017 se finit bientôt. Si il vous reste encore quelques noisettes de côté, n'hésitez pas effectivement à les placer, notamment sur l'article 83, et là encore on rebondit à ce dont on parlait tout à l'heure, puisque vraisemblablement en 2018, l'intérêt fiscal, après l'intérêt au niveau de votre retraite, ça existe toujours, mais l'intérêt fiscal notamment de l'article 83, pour l'instant, de ce que l'on sait, sera nul. Voilà. Alors, on n'est pas à l'abri d'un cadeau de Bercy d'ici là, mais bon, vraisemblablement, la question s'est déjà posée lorsqu'on avait envisagé l'imposition sur le revenu à la source à compter de 2018 et donc, il est resté lettre morte. Donc ça, cette ordonnance de septembre dernier reste d'actualité et reporte la mesure pour 2019. Voilà, l'ordonnance qui reporte. Et je crois qu'on finit avec un peu de retard et toutes nos excuses pour la longueur de ce webinaire, mais qui était complet du coup sur toutes les mesures. Nous n'avons pas d'autres questions, donc on va se séparer sur ces dernières paroles. Sachez que le support de ce webinaire ainsi que le replay seront certainement disponibles sur l'adresse, l'URL que vous voyez ici, qui est hcb.gracesavoie.com, tous nos webinaires, où vous pouvez retrouver l'intégralité des webinaires passés depuis 4 ans, et les revoir si vous le souhaitez. Merci à tous les deux, Diane, Arnaud, c'était extrêmement intéressant, complet, et on aura le plaisir de se revoir, je pense, en février. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir. Au revoir.